Bon, mon nom c'est Jaume Pallardó et je viens de publier La Main Rose avec la Cafetière Édition. C'est mon premier livre en France et c'est aussi mon premier livre c'est ma première longue histoire en Espagne. J'ai étudié Beaux-Arts et je fais d'autres choses. J'étais toujours intéressé à la bande dessinée dès que j'étais petit, mais en fait, je n'ai pas développé cette afition ou ce métier parce qu'en Espagne, c'est pas évident de trouver, surtout aux années 90 où j'étais étudiant, de publier. Alors, j'ai abandonné ça pour un temps. Et j'ai fait d'autres choses, des petits courts-métrages, de l'animation, c'est ma spécialité en fait à l'école de Beaux-Arts. Mais à la fin, j'ai fini par travailler comme professeur de secondaire de dessin à un lycée, un collège en Espagne, c'est mon travail. Et à un moment donné, j'ai voulu retourner à la bande dessinée que j'avais toujours fait, j'avais toujours dessiné. J'ai fait mon concours pour avoir la place de professeur. Alors, lorsque je l'ai eu, j'avais fini une étape et j'avais travaillé comme professeur. Alors, après un temps de préparer mes cours, etc., j'ai commencé à réserver un temps pour faire mes petits albums, retrouver mon dessin, etc. Mais j'ai travaillé sérieusement sur ce chemin et j'ai fait des histoires courtes. J'ai participé dans de petits projets, fanzines, des histoires courtes. J'ai présenté des projets à des maisons d'édition. Mais à un moment donné, j'avais beaucoup envie de faire un projet long. Et j'avais essayé de présenter des projets. Et j'ai vu que si je présentais un projet à une maison d'édition qui n'était pas fini, quelques pages et un synopsis, c'était difficile à le faire publier. Ils ont tous rejeté mes projets. Après ça, je ne pouvais pas recommencer l'histoire. C'était des projets cassés, brisés, qui s'étaient abandonnés. Alors à un moment donné, j'ai voulu faire la bande dessinée tout seul. J'ai dit, tu veux faire la bande dessinée, alors fais-la. Et j'ai fait la bande dessinée, je n'ai pas cherché une maison d'édition, j'ai travaillé toute seule. Et après ça, j'avais la bande dessinée que nous avons là, La Main Rose. Et j'ai réussi à la faire éditer par une petite maison d'édition en Espagne. Et après, j'ai trouvé la cafetière qui l'a publié. Un peu l'histoire en général, c'est ça. Sur l'histoire en concret, c'est à partir de l'expérience qu'on a vécue en Espagne de la contagion du virus de l'Ebola, parce qu'il y a un prêtre qui était en Afrique, s'est contagié, il est venu en Espagne, il a contagié une infirmière. Il y a eu un moment très fou chez nous, avec les médias et les politiques complètement dingues avec ça. Et alors moi, j'étais juste dans le moment où je voulais faire l'histoire longue, que j'avais le défi personnel de faire cette histoire longue, parce que je sentais que les histoires courtes ne me satisfaisaient, je n'arrivais pas à raconter ce que je voulais, et je voulais beaucoup plus d'espace. Alors j'ai travaillé sur un scénario, mais je n'étais pas complètement content. Alors tout ça de l'Ebola est arrivé et j'ai pris des notes et j'ai commencé à imaginer comment serait un monde où il y avait un virus très mortel, très contagieux et dans un futur proche, un peu totalement dystopique bien sûr. Et c'est ça le commencement de l'idée et le développement du scénario commence comme ça. Bon, la contagion d'Ebola a été exactement en octobre de 2014. Alors c'est là que j'ai commencé à écrire le scénario. Ça m'a pris 6 mois, je crois, à faire le brouillon de tout le dessin, etc. Et après, j'ai pris 2 ans pour mettre ça au propre, tel qu'on peut le lire maintenant. En fait, le but, c'était effectivement imaginer un monde où il y avait un virus très radical, mais en fait, pour moi, je voulais mélanger ça avec un élément
qui était en quelque sorte une blague pour moi. Parce que les dessinateurs, il y a beaucoup d'albums des dessinateurs. Les dessinateurs, c'est des types très solitaires et ils font alors beaucoup d'albums qui racontent son histoire de chagrin d'amour en quelque sorte. Je ne sais pas, je peux penser à Goût de chlore de Bastien Bibers par exemple, qui est un album qui m'a beaucoup plu. Alors c'était rigolo pour moi de mêler ces deux éléments que d'avance sont pas bien liés, mais c'était il y a une partie d'humour dans toute l'histoire, c'est sérieux, mais j'ai voulu jouer à ça. Mais en fait, au fur et à mesure que je commençais à écrire l'histoire, j'ai vu que c'était pas tellement blague. Je racontais en effet une histoire d'une histoire d'amour qui ne va pas bien, et c'était pas si blague que ça. Mais au début, je voulais jouer à mêler ces deux éléments, salade et doux, à la fois, et pour voir que c'était rigolo pour moi de faire comme ça. Si j'avais seulement parlé d'un thème, c'est pas suffisant. Je voulais mettre ce mélange et voir qu'est-ce que ça sort de là. Après, il y a la partie politique qui est traitée plutôt dans la deuxième partie de l'album, qui en fait a une relation aussi avec les éléments qui se déroulaient en Espagne à ce moment. À ce moment, nous avions des partis politiques nouveaux qui apparaissent. Il y a le 15e et il y a des gens qui disent en fait on a passé une dictature en Espagne et la reconstruction n'a pas été bien faite. Alors j'ai vu une connexion avec l'histoire que je faisais, et puis il y a deux partis qui sont les deux partis qui ont mené cette histoire politique. Il n'y a pas d'espace et on peut faire d'autrement. Et il se questionnait pas seulement le système politique espagnol, mais aussi le système capitaliste. C'était une idée qui a touché très fort la société espagnole. Et je crois qu'au monde entier, il y a eu les printemps arabes. Il y avait un petit moment dans ce moment-là et c'était juste là. Alors j'ai transformé ça dans l'histoire parce qu'en fait, je crois que la science-fiction et la dystopie, ça doit être en quelque sorte un miroir brisé du monde qu'on habite. On met les éléments, c'est tout exagéré bien sûr, mais j'ai pris des éléments de cette réalité qui était en train de se passer en ce moment-là, et j'ai en quelque sorte les ai transformés et je les ai mis deux fois en blague, deux fois en sérieux dans l'histoire. Il y a cette idée de paranoïa, de pouvoir absolu, non? Mais ça est là. Mais j'ai pensé surtout, des fois j'ai réfléchi et j'ai parlé aussi avec des amis sur cette histoire de la torture et les dictatures, surtout sud-américaines, mais aussi en Espagne, on a vécu une dictature. Et des fois on se demande comment ça serait pour les gens, parce que vu en dehors, on les lit dans les livres d'histoire et on voit les méchants, les bons, etc. Mais vivre ça à l'intérieur, des fois, c'est pas si simple que ça. On vit dans un monde qui apparemment fonctionne, marche, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, dans l'histoire, il y a des personnages qui brisent un peu les règles aussi. Ils font un peu, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, l'autorité apparaît, et lorsqu'elle apparaît, elle apparaît avec toute sa force. Et je crois que les citoyens qui vivent dans un régime comme ça doivent vivre une situation comme ça. Je pense aux dictatures d'Argentine ou du Chili, ou les gens qui étaient relationnés avec des arts, de la culture, pas forcément avec la politique. Et ont été marqués et après prises et disparus parce que le système a considéré que la ligne était traversée, et alors j'avais tout ça dans la tête au moment d'imaginer ce monde, et je pensais à comment ça pourrait être et je l'ai mis dedans. Et la deuxième partie parle de ça. Et puis aussi, il y a j'ai toujours pensé à ces groupes, comme je dis avant, de politique, qui se questionnent la réalité, mais en fait, ils n'ont pas une réponse, ils ne savent pas comment sortir de là, ils n'ont pas la solution, ils font les bonnes questions, mais après, à l'intérieur du groupe critique, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui croient que ça n'existe pas, il y a beaucoup de postures, c'est pas clair non plus. Et j'ai fait un peu moquerie de ce mouvement qui sait pas vers quelle direction aller.
C'est un peu ce que j'avais dans la tête. En fait, vous avez parlé d'une idée, un scénario on met la société, on prend les êtres humains et on les met à une situation limite, on les isole et on voit comment ils réagissent. Non, par exemple, il y a le livre Le Roi de Mouche, par exemple, c'est avec des enfants, c'est un peu la même idée. Et ça m'intéresse beaucoup de voir en fait comment est l'être humain en réalité, parce que nous savons que nous sommes le produit d'une culture, d'une époque, et on a des choses qui viennent derrière nous. Mais comment ça serait si on n'avait pas ces paramètres-là, mais autres? Non? Alors je crois qu'en fait, on ferait des choses très semblables à ce qu'on a vu dans l'histoire. Je crois qu'il y a toujours une scène alternative, et cette scène alternative peut être de différentes façons. Cette scène alternative peut être des gens qui se questionnent la réalité, peut être des gens qui ont des privilèges et peuvent se questionner la réalité ou peuvent faire les choses que les autres ne font pas. En fait, lorsque le personnage connaît cette réalité alternative, c'est des fils qui ont des parents. Là, il y a un petit jeu parce que des fois, on voit que c'est les gens qui ont eu une vie plus aisée. Je m'inclus moi-même aussi dans cette situation-là, qui peuvent se questionner ou peuvent vivre une vie alternative. Les autres, ils essayent qu'à survivre. Ils ne peuvent pas penser à, je ne sais pas quoi, à faire des films, à faire des bandes dessinées, parce que peut-être ils sont plus pratiques. Ils n'ont pas le temps à, je ne sais pas, je simplifie beaucoup, non? Mais des fois, on voit dans cette scène alternative ça. Alors j'essayais de mettre un peu une partie de ça, et aussi il y a la scène alternative des gens qui se questionnent. Ça, on ne voit pas s'ils viennent de là ou d'un côté ou de l'autre, mais qui apparaît, c'est des gens qui forcément voient que ça ne marche pas. Il y a des gens qui se restent dehors. Alors ça, c'est l'autre scène alternative, disons alternative politique. J'ai pensé beaucoup, je crois, parce que je l'ai lu à l'école, Candide de Voltaire. Et en quelque sorte, je crois que c'est un peu ça le personnage principal. C'est un Candide qui est exposé à des différentes façons de vivre, des différentes solutions vitales en relation à la politique, mais en relation à la vie personnelle aussi. Parce qu'il rencontre différents personnages et chacun vit dans ce contexte concret que c'est inventé, c'est une dystopie. Et il y a des différentes solutions personnelles aussi, parce que c'est une histoire d'amour en quelque sorte. Il y a des solutions dans le domaine personnel aussi, et il y a des questionnements dans le monde politique aussi. Alors voilà, lui, il est un personnage très innocent, et il traverse tout ça avec son innocence, un regard innocent, et ça nous permet à nous, aux lecteurs, de voir ce monde et de voyager à travers de tout ça avec l'innocence, une innocence qu'après est punie, parce que en fait je voulais remarquer ça aussi dans les régimes totalitaires. Cette innocence n'échappe pas à la punition du système si elle croit que ça doit être comme ça. En fait, les Espagnols, moi, je ne suis pas croyant, mais mes parents non plus, mes grands-mères sont très, très religieuses, et j'ai vu l'influence de la religion dans la société, et sans doute la culture chrétienne est très présente chez nous, même peut-être pas consciemment. Mes influences graphiques sont francophones sans doute, parce que j'ai beaucoup lu tous les livres. J'ai commencé par Astérix, Obélix, Hergé, Lucky Luke, le Schtroumpf. Voilà, cette ligne claire pour moi c'est très importante. Toute ma jeunesse, j'ai lu tous ces livres avec dévotion absolue, et j'ai copié ces dessinateurs, et je crois que mon dessin vient de là. Sans doute. Après, j'ai connu Giraud, Moebius. Plus tard, j'ai connu les Américains underground qui m'ont aussi influencé. Peut-être
dans la construction de ce premier plan et je vois peut-être à Daniel Klaus que pour moi est comme une espèce de dieu. Alors il utilise des fois, je n'avais pas réfléchi à cette image-là que vous avez montrée, mais je crois que ça doit venir de ça. Parce que des fois, parce que moi le dessin, je dessinais d'une façon lorsque je suis entré à Beaux-Arts et je crois que je n'ai pas progressé beaucoup. J'ai essayé de faire des choses, mais en quelque sorte je reste un peu dans ce domaine de ligne claire qui est un héritage de la ligne de la bande dessinée franco-belge, sans doute. Ça c'est clair pour moi. Et j'ai connu d'autres choses plus tard, mais je viens de là complètement. De la bande dessinée vient de l'idée originelle de mêler une histoire romantique, une histoire rose, avec une histoire dystopique de virus qui est la mort. Alors le nom du virus c'est la fièvre rose, la mort rose, mais ça me venait très bien, ça me convenait très bien de mêler ces deux concepts. Dans le titre, je mêlais ces deux concepts originels de l'idée de créer un monde dystopique un peu obscur et une histoire d'amour. C'est pour ça, ça vient de là. Et pour la couleur, moi, j'ai fait la bande dessinée avec une intention de peut-être l'éditer moi-même. Je croyais que ça n'allait pas marcher. Alors c'est pour ça que je l'ai fait en gris. J'ai cru que je pourrais faire des feuilles en rose peut-être parce que l'idée d'utiliser le rose, je croyais que ça pourrait être bien, mais la bande dessinée a été conçue, a été pensée en gris. Après ça, l'éditeur en Espagne m'a dit non, les feuilles roses, pas du tout, alors j'ai oublié complètement. Après, j'ai cherché un éditeur en France et à un moment donné, lorsque Philippe Marcel s'est intéressé par le projet, à un moment donné, il m'a dit écoute, on pourrait mettre la couleur du rose quelque part. Et moi, j'ai dit bon, c'est bien. Ça. Et on a parlé. Et il m'a proposé, il travaillait avec le coloriste Pierre-Yves Marteau, et eux deux, ils m'ont proposé différentes possibilités de faire un mélange. Ils voulaient faire le mélange de gris que j'avais fait et le rose. Il y avait différentes solutions. Et enfin, moi, je croyais que c'était mieux tout en rose ou pas rose, mais il y avait une des solutions que Philippe croyait que c'était intéressante, c'était extérieur rose, intérieur gris. À l'extérieur, il y a le virus, c'est rose. À l'intérieur, c'est un peu imprimant, triste, obscur, etc. et c'est gris. Moi, je n'aimais pas l'idée au début, mais ils ont fait une preuve de la première partie, j'ai vu, et ça m'a plu. Ça m'a plu, j'ai vu que esthétiquement ça a marché et en fait on a eu beaucoup de problèmes parce qu'en fait c'est pas si clair tout au long de l'histoire si on est à l'intérieur, si on est à l'extérieur, parce qu'il y a des rêves, il y a des moments où le personnage imagine un futur qui n'arrive pas, il y a des moments où c'est pas clair. Alors on a discuté sur ça, Philippe et moi, et à un moment donné je lui dis le critère doit être esthétique. Alors si on ne sait pas vers quel chemin on va aller, on doit penser à l'esthétique. Je lui dis que le critère devait être esthétique parce que je voyais que le gris et le rose, ça marchait bien. Et pour les planches où il y avait seulement du gris, les doubles pages où c'était du gris seulement, ou seulement du rose, ok. Mais il y avait quelques pages qui étaient très intéressantes, très curieuses pour moi de voir qu'on avait une case en rose et l'autre en gris, et ça c'était un peu expérimental, c'était en quelque sorte un risque, mais pour moi la création de la bande dessinée c'est une aventure en quelque sorte, oui on ira ça, et alors il y avait le risque à prendre et on l'a pris et je crois qu'on est bien tombé. Et puis plus tard j'ai parlé avec Philippe parce que j'avais toujours pensé la possibilité, même si juste en gris, d'utiliser une autre couleur dans un moment de la bande dessinée très concret qui est très important, et j'ai voulu le signaler en utilisant ce troisième couleur. C'est un moment, je ne sais pas si je peux le dire, on peut dévoiler, on le dévoile. Oui, au moment de la mort du personnage, c'est un moment
très dramatique parce qu'on ne s'attend pas à ça. C'est un personnage innocent, c'est très, très, très fort ce moment-là. Et j'ai voulu prendre du temps. Et à ce moment-là, j'ai fait ma petite réflexion graphique autour de la mort, autour d'un homme qui confronte sa propre mort. Et je crois que le moment où on va mourir, juste les secondes juste d'avant, on doit avoir une vision de la vie complètement différente qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'ai voulu jouer à ça graphiquement dans ce morceau de l'histoire et Philippe, il a cru que ça pouvait aller et c'est pour ça qu'on trouve cette troisième couleur. Et c'est une vision du ciel, de l'infini. Et c'est ça.